Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, à l'occasion du DevCom+. C'est notre focus e-commerce, les secrets de la réussite des e-commerçants lyonnais qui surperforment, on en parle, en direct, en public, avec nos invités. Prenez vite votre micro à la tribune. Eh bien, Nicolas Gallio, bonjour. Vous êtes le fondateur de Cosmetic United. Présentation en 20 secondes. Ça va marcher, ça va marcher. Alors le micro, c'est les contraintes du direct. J'ai l'impression qu'il est un peu en rouge. Bonjour, vous m'entendez bien? On va vous entendre, c'est parti. Donc je suis Nicolas Gallio. Faut coller le micro. J'ai créé Cosmetics United il y a 10 ans. Nous vendons des produits cosmétiques et du matériel. Comme ça, voilà. Du produit cosmétique et des matériels aux particuliers et aux professionnels des métiers de la beauté. Notre marché, ce sera donc le maquillage, l'esthétique, la manucure et la coiffure. Nos clients sont des jeunes spécialistes, des blogueuses par exemple, ou des jeunes femmes qui s'installent comme esthéticiennes et coiffures. Nous leur vendons donc du matériel pour aller travailler à domicile chez leurs clientes. Alors un beau retour d'expérience dans quelques instants, mais déjà peut-être quelques chiffres. Vous avez commencé quand? En 20 secondes. Par contre, collez vraiment votre, voyez comme je l'ai moi, sous le menton, sinon on vous entendra pas ici même dans la salle. Vous avez commencé quand et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de votre activité? Aujourd'hui, donc, je suis très satisfait de l'activité, dans la mesure où ça fait 10 ans qu'on a commencé à travailler. Voilà. 10 ans, c'est une belle première période. Sur l'Internet, ça paraît long. En fait, c'est une période assez courte, finalement, dans le business. Notre chiffre d'affaires varie entre 500 000 et 1 million d'euros. Nous sommes entre 3 et 5 employés dans l'entreprise. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner. À vos côtés, eh bien, Pierre Guigard, bonjour. Vous êtes le PDG de Fil dans ta chambre. Pierre, on vous connaît un petit peu. Je crois que c'est pas la première fois qu'on a la chance de vous avoir ici même sur ce plateau. Bonjour. Retour d'expérience. Donc nous, on a créé cette société en 2008. Donc, comme l'expliquait, aujourd'hui, on est des dinosaures déjà dans le monde du digital et dans le e-commerce. Par rapport à mon voisin, nécessairement on a appris à passer différents caps, différents aussi expériences métiers aujourd'hui qui nous permettent en fin de compte de développer l'entreprise sur des modélisations différentes de celles qu'on a pu connaître déjà en 2008. Et oui, ça évolue très très vite, les business models du e-commerce évoluent, on va en parler dans quelques instants. Fil dans ta chambre, qu'est-ce que vous vendez tout simplement? Fil dans ta chambre aujourd'hui, leader de la distribution de mobilier, de l'aménagement de la chambre d'enfant. Donc c'est un créneau qui était laissé pour compte au niveau aussi bien au niveau retailer, digital n'existait pas. Donc on a fait partie des premiers, je dirais, à distribuer du mobilier sur l'univers digital auquel on a cru à l'époque. Aujourd'hui, on s'installe dans la durée sur ce marché-là et on croit beaucoup à la verticalisation métier depuis le début. Très bien, écoutez, merci d'avoir accepté de témoigner. À vos côtés, eh bien, alors apparemment un nouveau business model, un jeune entrant, GoCommerce. Guillaume Rocheteau, bonjour. Présentation de GoCommerce. Donc GoCommerce, en fait, c'est l'entité e-commerce d'une société qui s'appelle Kruga, qui a maintenant 7 années d'existence, qui à la base est une agence web marketing. Et la question qu'on s'est posée il y a 2 ans avec le fondateur de la société qui est Sam Gonzalez, c'était de se dire, ok, on génère de l'audience et du trafic pour nos clients, quel qu'il soit, du service, du produit. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre cette expertise web marketing et cet ADN historique de la société au service de nos propres boutiques en ligne. On a commencé par un site qui s'appelle godefense.fr, qui était dans l'univers de la défense personnelle, et on a dupliqué ensuite ce modèle-là sur d'autres verticales avec Go Parapluie, Outstore, qui est un site qui revend environ 5000 références de produits type Outdoor Equipment, Go Couteau, Etablissima dernièrement, le dernier né. Donc, voilà. Écoutez, bravo, quelques chiffres, quelques repères. Quelques repères. Il y a 2 ans, aujourd'hui. Il y a 2 ans, tout va bien. La première année, on a réussi à atteindre le 1 million d'euros et on est sur une base d'1,8 million pour cette année avec un fort développement à l'export. Bravo à vous, bravo à Sam que l'on connaît, que l'on félicite pour cette initiative. Alors, vous l'évoquiez déjà en introduction, le e-commerce version 2016 n'a vraiment pas le même visage que le e-commerce version 2014, 2012, 2010, etc. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est de plus en plus lisible? Qu'est-ce qui fait qu'en 2016, les choses changent? Qu'est-ce qui est finalement très stable et qu'est-ce qui est très différent? Allons-y. Pierre, Guillaume, allez. Allez, Pierre.
Par rapport à historiquement à l'époque, il est vrai que sur le domaine digital, déjà il y avait déjà beaucoup moins d'acteurs. Donc ça c'est le premier point, donc qui a beaucoup évolué. D'autre part, la partie retail n'avait pas commencé, je dirais, la transformation digitale, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui nous, en tant que pure player, nous a amené à nous développer. Les métiers ont évolué aussi, dans le sens où auparavant on était sur un métier, je dirais, un peu global, dans des structures à taille humaine. Aujourd'hui, le digital, c'est à peu près 5 maîtrises de métiers différents, ce qui nous demande de l'expertise dans beaucoup de domaines. Faut être bon partout. Voilà, nécessairement. Alors c'est ça, c'est un peu ça la tendance. Je crois, ah oui, ça serait bien qu'on récupère le micro, messieurs. Alors, retour d'expérience. Oui, dans le métier aujourd'hui, c'est un ensemble de métiers d'experts. Soit on les a intégrés en interne, soit on les a en externe. C'est assez pratique. Aujourd'hui, il y a des métiers dont on ne disposait pas au départ. Il y a 10 ans, quand on cherchait un webmaster, il n'existait pas. Aujourd'hui, c'est ça, les métiers se sont structurés. Complètement structurés. Maintenant, ils sont abondants et on dispose de personnel pour travailler. On n'est plus obligé de travailler dans sa cave tout seul. Maintenant, on peut sous-traiter le transport, par exemple, ou les fabrications des colis. Voilà. Très bien. Alors ça c'est alors la spécialisation des métiers. Deuxième tendance, d'autres tendances qui s'affirment, qui s'affinent également. D'autres tendances qui s'affirment, non, je pense que le métier est le même. Nicolas a 10 ans d'expérience, ou 8 ans ou 10 ans d'expérience, c'est pareil. Donc non, je pense que le métier est le même, ça se professionnalise. Forcément, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché dans toute la chaîne de valeur, que ce soit, comme disait Nicolas, en logistique, que ce soit typiquement l'arrivée du social commerce, des choses qui n'existaient pas. Voilà, alors ça c'est quand même une grosse tendance, parce que pendant longtemps, sur ce même plateau, j'avais des e-commerçants qui me disaient clairement on fait du social, on sait pas trop, on peut pas ne pas en faire. Là, on commence à voir s'affirmer des discours assez matures. Évidemment, la maturité de Facebook n'y est pas pour rien, mais des business models assez matures en matière d'acquisition en social buyers, enfin en acheteurs sociaux. Ça, c'est une tendance forte des 2-3 dernières années. Ça, c'est une tendance forte, mais c'est pas la seule. Nous, après, on n'est pas des spécialistes du social commerce, c'est clairement pas là où on est allé. C'est pas notre positionnement, mais c'est certain que ça prend une ampleur impressionnante. Il y a d'autres leviers d'acquisition qui sont importants. Alors c'est quoi, justement, messieurs, quels sont les nouveaux territoires d'acquisition, de rentabilité et de fidélisation? On parlera peut-être un peu de conversion après, mais déjà au moins acquisition. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est toujours le dieu AdWords qui prédomine, le RefNat? Est-ce que justement les nouvelles règles de Google font que le RefNat est un peu plus compliqué? Votre acquisition, c'est quoi en ce moment? Aujourd'hui, dans la cosmétique, on a tous entendu parler de Enjoy Phoenix, cette jeune femme qui gère son blog. Et sachez qu'une marque de cosmétiques qui veut s'imposer aujourd'hui doit passer par ces jeunes femmes. Et 2-3 articles dans les bons magazines, plus un blog, c'est facturé entre 5 et 8 000 euros. Voilà, donc le marketing d'influence a pris une part considérable dans certains domaines, celui des cosmétiques étant le parfait exemple. Marketing d'influence, avant on avait un réseau d'influence Internet, maintenant c'est du Facebook, du Twitter. Voilà. Donc les personnes qui zappaient avant sur un seul produit, zappent maintenant sur un seul produit, plusieurs magasins sur plusieurs types de réseaux sociaux. Marketing d'influence, je dirais rehaussé peut-être d'analytics, parce qu'évidemment si on paye 3 000 ou 5 000, c'est que derrière le clickback et la conversion est au rendez-vous. Là, une jeune femme qui facture 7 à 8 000 euros son blog, eh bien elle a 10 000 followers. Voilà. 10 000 followers et on arrive quand même à avoir de l'acquisition. C'est pas qu'on aurait plus de monde, mais en tout cas on se maintient dans l'audition, dans l'audience. Dans les volumes. Donc là, au-delà des AdWords, sur les AdWords, je vous ai pas vu réagir. J'ai résumé bien évidemment, aujourd'hui, c'est... non, dans le sens où aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui l'AdWords devient de plus en plus onéreux. Donc toute entreprise aujourd'hui va regarder sa rentabilité. Et automatiquement, on va trouver le SEO, c'est vraiment quelque chose sur lequel aujourd'hui c'est capital de mettre en place, je dirais, une énergie dingue là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on est tout le temps dans la recherche et de travailler sur cet aspect-là. Donc je pense une vraie culture interne de RefNat déjà, de chaîne de caractères. Ça, c'est vraiment le fonds de commerce. C'est un actif fort d'une entreprise de e-commerce en 2016. Aujourd'hui, c'est capital aujourd'hui de travailler. Mais aujourd'hui, comme on l'expliquait ensemble,
c'est que c'est pas juste un axe, hein, c'est l'ensemble de beaucoup d'axes de développement qu'on est nécessairement obligé de travailler. Aussi bien sur le mobile, aujourd'hui 40% des gens sont sur du mobile. Ça veut dire qu'on va avoir une approche différente sur le mobile qui va être surtout de la visualisation de produits, pas d'acte d'achat spécialement, mais par contre de la visualisation de produits. Donc on va travailler sur l'expérience client aussi, comme on l'expliquait auparavant. C'est très très important l'expérience client. Travailler avec les blogs, travailler sur Facebook. En fin de compte, c'est un ensemble de chaînes de valeur qui sont nécessairement obligatoires de suivre. Donc, obligatoire, effectivement. Sur l'acquisition, est-ce qu'on a oublié des choses importantes? Sur l'acquisition, oui, je sais que mes confrères ne sont pas tout à fait d'accord et n'utilisent pas ces leviers-là. Il y a plusieurs écoles, alors allons-y. Ou non, mais il y a bien entendu le SEO, l'AdWords, j'ai envie de dire c'est du classique. Heureusement, où est là, on ne peut pas y couper. Bien sûr, par exemple. en levier de volume d'affaires, d'acquisition, on peut parler aussi des marketplaces. Alors, allons-y, ça c'est important. Les marketplaces. Donc voilà, tout le monde connaît le géant Amazon, à moindre mesure peut-être aussi Cdiscount, Rue du Commerce. C'est vrai que la marketplace finalement ça permet de bénéficier d'une audience qu'au départ on n'a pas forcément les moyens de se payer. Donc un budget AdWords finalement quand on fait, alors certes ces marketplaces là prennent une commission sur les volumes, sur la vente finale, mais finalement quand on compare à un budget AdWords, bon, la question se pose réellement et ça peut être vraiment un levier d'acquisition et pour faire du volume ça peut être intéressant. Après le but c'est pas forcément de mettre l'intégralité de son catalogue sur les marketplaces mais ça peut quand même être un levier de chiffre d'affaires. Alors marketplace, opportunité d'acquisition, alternative d'acquisition, danger aussi, vous parliez d'Amazon notamment, le danger, j'ai mis mes 40 produits dont mes best-sellers. Alors, je parle surtout pour ceux d'entre vous qui ne sont pas producteurs, mais vraiment distributeurs de solutions. Et puis, mes 2-3 produits, je me rends compte qu'après avoir fait des super ventes sur Amazon, eh bien, ils ont pris un sourcing direct avec mon fournisseur et je me fais dégager. Est-ce que ça, c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? C'est pas un fantasme, et malheureusement. c'est une réalité avec laquelle il faut savoir jongler habilement. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut avoir un coup d'avance. Il faut savoir que c'est comme ça, c'est cruel. C'est le jeu. Voilà, réaction par rapport à ça. Je témoigne. Amazon a appelé mes fournisseurs pour travailler en direct. Normalement, c'est pas déontologique, mes amis. C'est quand même une. C'est Amazon. C'est Amazon. Il faut alors une parade, pas une parade, mais tous les produits qui sortent de chez moi, de plus en plus, sont maintenant estampillés à ma marque. Et je dispose maintenant, pour chacun de mes produits, de mes propres codes barres. De cette façon, je n'ai pas de concurrence, ce sont mes produits, donc j'ai pas de baisse à la prix dans les box et mes produits sont toujours présents. Et si Amazon trouve que je fais vraiment beaucoup de ventes, le témoignage, ce sera qu'ils viendront vers moi pour savoir s'ils peuvent travailler avec moi en direct. C'est ça, pas de problème, monsieur. Voilà. Donc il vaut mieux se cannibaliser soi-même qu'être cannibalisé par Amazon. C'est un peu ça l'idée. Même si on est distributeur, on repackage ses produits, on produit d'autres solutions. Donc une réalité cruelle mais efficace pour vraiment croître plus vite. D'autres leviers, vous m'avez pas parlé de retargeting, on prend pas, c'est bien, c'est anecdotique. D'autres, c'est obligatoire. Ah bah oui, alors c'est obligatoire. Non mais aujourd'hui tous ces outils-là sont des outils. C'est comme quand vous faites, si par exemple vous faites du vélo, automatiquement vous allez avoir des pneus. Pour moi c'est quelque chose, c'est un habillage obligatoire. Après, quel est le mode de distribution de votre site internet ou votre modèle économique digital? Est-ce qu'il est omnicanal? Est-ce qu'il passe par des marketplaces? On a tous un modèle différent autour de la table aussi. Mais est-ce que l'adage plus j'ai de canaux, plus je fais de ventes se vérifie, messieurs? Est-ce que ça doit devenir quand même un objectif dans un plan d'action 2016 ou pas? On évoquait des ultra spécialisés on va en parler dans un instant de façon du social shopping, par exemple, gens qui ont fait qu'un canal mais qui sont très bons. Vous avez dit, moi je vais être verticalisé sur un domaine, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose sur les canaux? Être excellent sur un canal ou plutôt essayer de les attraper tous? Je crois qu'aujourd'hui, ceux sur le quoi on a travaillé, et aujourd'hui c'est aussi mon voisin, l'objectif qu'il a fait, c'est de travailler en fin de compte de façon verticale. Pourquoi? Parce que travailler de façon généraliste, aujourd'hui soit vous avez les moyens d'aller en face de Carrefour ou d'Amazon ou de Zalando, et là je peux vous dire qu'il vous faut des moyens, à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui les ont. Soit vous êtes vertical et vous êtes un spécialiste de votre métier, où vous allez apporter une offre client. Toujours penser côté client, c'est ni plus ni moins du business, c'est-à-dire d'apporter une sélection, je dirais, à votre client qui va lui permettre d'aller vite. L'essentiel aujourd'hui sur le digital, c'est de prendre une décision rapide, proposer les produits qui conviennent à votre client
pour qu'ils puissent être satisfaits. Et la satisfaction client, on a une nécessité d'être extrêmement élevé aussi. Alors extrêmement élevé, on va y revenir là aussi par rapport aux standards de satisfaction client et à la course folle imposée notamment par Amazon. Est-ce qu'il faut suivre cette folie, essayer de s'aligner sur ce standard ou essayer d'être différent, peut-être avoir une réaction et après la question sur les standards Amazon. Moi, je pense qu'il faut se distinguer d'Amazon aujourd'hui, de la Fnac et d'autres grands marketplaces. Ils ont leur rôle à jouer. Moi, je me suis concentré sur des marchés de niche. D'une part des marchés de niche, mais d'autre part sur des marchés qui sont un petit peu en avance. Si j'ai 6 mois d'avance, j'en profite pendant ces 6 mois-là. Mais j'en profite aussi pour réfléchir aux produits suivants. Donc Amazon, parfois, refait des produits que je fais, mais ils vont se cantonner sur des produits, par exemple, qui sont transportables par la poste. Donc moi, je vais prendre des produits qui ne sont pas transportables par la poste, parce qu'ils ne sauront pas jouer cette problématique. Donc constamment en différenciation. Je posais la question des standards imposés par Amazon, pas plus tard que la semaine dernière sur ce plateau en Bretagne. Des grands, vraiment des leaders du e-commerce breton me disaient mais nous c'est un piège, ils ont été plus grossiers que ça, c'est un piège, enfin oui ils ont dit c'est un piège à con, c'est-à-dire que si on est petit et qu'on veut suivre les standards Amazon, on va en crever. Donc il faut se différencier. Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que non, il faut aller chercher la livraison, c'est même plus du J+1, parfois c'est du H+, dans les grandes métropoles. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Il y a deux choses. Je pense qu'il faut se différencier sur ce qu'on vend, sur comment on présente le produit. Amazon ne peut pas tout faire, même de façon logistique. Ils ont parcellisé les tâches. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, et Nicolas l'a bien expliqué. Ça, c'est sur la partie vraiment vente, la partie vitrine finalement d'Amazon. Sur la partie service client, le problème c'est qu'ils ont mis la barre très haut. Donc certes, on ne peut pas dupliquer ce que fait Amazon, mais ce qu'il est certain, c'est que le client attend du service Amazon quasiment. En termes de réactivité en tout cas, en termes de service client, de demande de retour, de demande de réponse rapide en service client, il demande un standard Amazon. Donc c'est ça qui est le client est clairement de plus en plus exigeant. Et pourtant, je parle de ça, moi, ça fait que 2 ans du coup qu'on vend en ligne, mais on se rend compte que de plus en plus le client est exigeant et intransigeant surtout. Sur ces standards, on est tous d'accord autour de la table? Moi je suis complètement. Côté intransigeant aussi. Aujourd'hui on a le client final aujourd'hui n'accepte pas en fin de compte le moindre accro et c'est vrai qu'il a été éduqué avec Amazon qui nécessairement aujourd'hui met en place des standards. Aujourd'hui, moi, mon modèle, c'est pas, par exemple, d'aller sur les marketplaces, pour être très clair. Aujourd'hui, j'ai une enseigne, j'ai créé une enseigne. C'est vraiment ça que je développe, que ça soit en RP. C'est vraiment un univers différent. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour donner de la marge en fin de compte à ces gens-là et leur donner mon catalogue. Ok. Juste une dernière chose sur le marketplace et Amazon. J'ai beaucoup travaillé sur leur back-office. Quand on a travaillé quelques années sur leur back-office et qu'on transmet ces informations sur le nôtre, on devient riche d'expérience. Ils sont tellement bons que moi j'applique leur méthode sur mes propres données. Donc il faut effectivement pas forcément les copier, mais voilà, s'en inspirer dans les domaines qui sont importants et intéressants pour nous. Eh ben ça c'est évidemment à noter. Alors il y a 2 mots finalement quand on est sur ces nouveaux leviers d'acquisition. À ce stade, il y a 2 mots que je n'ai pas entendu prononcer et qui j'imagine sont importants, c'est mobile et content, contenu. C'est toujours des mots rois, le content is the king, disent les Anglais. C'est toujours aussi vrai, c'est de plus en plus vrai en 2016 sur les stratégies de contenu. Messieurs. Toi Nicolas, je sais qu'à un moment tu tenais un blog sur le contenu, tu étais quand même relativement... Nicolas. Non, c'est-à-dire que j'ai plus le temps. Donc le contenu, je n'y arrive pas. Ou alors de sous-traiter ça par des jeunes femmes qui font ça spécialement. Aujourd'hui, moi je me définis par la recherche de nouveaux produits. Plus. C'est-à-dire c'est le nouveau produit, c'est le besoin du marché qui va faire que les gens vont me chercher. Après, plus ça ira, plus je mettrai du contenu. Mais si d'abord je colle aux besoins du client, c'est la première chose. C'est les produits qui vont répondre, c'est l'originalité des produits plus que le contenu, quand on n'a pas des moyens extraordinaires. Le contenu viendra ensuite pour supporter la gamme, pour supporter le site. Mais si on n'a pas une bonne offre, si on n'attire pas le client par quelque chose d'excitant, ça ne sert à rien d'avoir du contenu. Merci. Sur le contenu, qu'est-ce qu'on raconte de l'autre côté de la table ? En parlant de contenu, effectivement, c'est apporter de la valeur ajoutée. Moi, je parle toujours on est ni plus ni moins aussi des entreprises, faut pas l'oublier, même si on a utilisé un canal qui est le digital historique depuis un petit moment. Aujourd'hui, je pense que la différenciation et la valeur ajoutée,
c'est notre maître mot aujourd'hui. Moi, depuis le début, et je pense toutes les entreprises qui sont autour de la table, c'est très très important pour des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer là-dedans. Si vous allez sur un marché sur lequel ça va être le prix uniquement, eh ben, soit vous avez les moyens de pouvoir soutenir cette marge qui va être très faible, soit si vous n'avez pas les moyens, vous êtes mort d'avance. Donc ça veut dire la différenciation, c'est ce qu'expliquait de faire nous on a créé notre propre marque de meubles il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui elle représente près de 20% du CA et à l'aube dans 3 ans on a un objectif d'être à 50%. C'est extrêmement important de se différencier. Maîtriser sa marque et ses valeurs de marque à la limite quand on est vraiment un marchand pur et dur avant même son contenu. Maîtriser sa marque et maîtriser sa marge surtout. Oui. C'est bien ça la problématique, elle est bien là. C'est-à-dire que vendre, faire du volume de vente, tout le monde est capable de faire du volume de vente maintenant. Un danger qu'on voit apparaître en dehors des marketplaces, mais sur la marque en elle-même, c'est que beaucoup de grandes marques donnent la distribution de leurs produits sur Internet, mais à un moment donné récupèrent leur distribution. Donc vous êtes un spécialiste de la vente des produits des autres, jusqu'à un moment donné où chacune de ces marques se retire et vous n'avez plus rien dans votre panier. Vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc voilà. Important de profiter finalement de la force des marques des autres pour imposer ses propres produits, axes de survie importants. Sur le mobile, messieurs, il y a un débat en ce moment qui est un peu à la mode, c'est mon mobile, il doit être mobile compatible ou mobile first. Je vous la fais pas en anglais, mais enfin on voit bien l'idée. C'est-à-dire aujourd'hui, la place du mobile sur vos transactions, de plus en plus importante. Qu'est-ce que vous faites vous par rapport à votre site? Est-ce que c'est vraiment avant tout le mobile ou est-ce que je rends simplement, parler encore de responsive il y a encore quelques mois sur ces mêmes plateaux, mobile first, mobile compatible, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, mon site internet est un peu vieillissant et je n'avais pas de site mobile. Donc, mais avant de relooker le site principal, j'ai mis une application mobile. C'est ça, mobile first. Une app ou une... Non, pas une application, un responsive. C'est ça, vraiment un design mobile first, c'est vraiment seulement adapté pour les mobiles, voilà. C'était la priorité quand je regardais sur Google Analytics l'origine de mes visites. Elles étaient clairement en majorité de mobiles et la progression sur les dernières années était aussi très nette. Effectivement, même question, mobile first, mobile compatible. Nous aujourd'hui on est sur un mode spécifique, donc c'est-à-dire que c'est nous qui développons en interne directement toute la plateforme. Aujourd'hui donc le responsive, on est en train de le finir, il est à 70% responsive, il sera fini d'ici 2 mois. C'est nécessairement une obligation, de toute façon on peut pas passer à doigt. De toute façon aujourd'hui Google est en train de déclasser tous les sites qui sont pas responsive. Ils ont fait des annonces qui sont carrément flippantes comme dirait l'autre. Même question, non, vous êtes pareil, un nouvel entrant. Site responsive forcément, et avec une évolution comme disait Nicolas en suivant les Google Analytics, un visitorat de plus en plus orienté mobile, donc forcément je pense pas qu'un e-commerce puisse se développer sans avoir quelque chose digne de ce nom sur mobile. C'est certain. Merci pour cet éclairage. Alors, on a effectivement parlé un petit peu des gros sujets de l'actualité. Est-ce qu'il y aurait des pièges et des clés de la réussite des e-commerçants que nous n'aurions pas à ce stade, messieurs, évoqués? Non, les pièges, on les a évoqués, je pense, je me permets de prendre la parole. Les pièges, c'est vouloir faire du volume à tout prix. Et c'est facilité justement par l'arrivée, enfin c'est même plus l'arrivée, mais au détriment de la marge en gros. Au détriment de la marge, et c'est le cas avec des marketplaces, on parlait d'Amazon, donc c'est vrai qu'on parle tout le temps d'Amazon, mais il y en a d'autres. Amazon, c'est Discount, rue du commerce, tout le monde a fait sa marketplace désormais. Donc on peut avoir envie de faire du volume. Le problème, c'est qu'est-ce qui reste à la fin. Donc ça fonctionne lorsqu'on n'a pas, disons, qu'on n'a pas de coût important, mais ça dure qu'un temps. C'est impossible. Avec faire du volume, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est pas possible. Merci pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur GoCommerce, on rappelle peut-être 1 ou 2 adresses de site pour trouver des produits qu'il nous faut. Outstore.fr, donc spécialisé, il y a environ 5000 références, tout ce qui est produit outdoor equipment. On va retrouver de la tente, on va retrouver du bâton de randonnée, du réchaud, plein de choses comme ça, 5000 produits. C'est orienté essentiellement camping randonnée, mais aussi un peu survie. Et le site goparapluie.fr, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'il y a dessus, et godéfense.fr sur tout ce qui est défense personnelle. Eh bien, écoutez, merci très sincèrement d'avoir participé à cette émission. Vous revenez quand vous voulez sur notre plateau. Même question, est-ce qu'on aurait oublié des pièges? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités à évoquer? Non, je pense qu'on les a bien résumés. Peut-être jamais oublier les principaux qui sont la logistique, on en a parlé.
Pas assez peut-être. Ouais. qui est quand même qui peut prendre énormément une part importante dans le Vous intégrez tout, vous outsourcez tout. On est en externe, certains internalisent, ça dépend des modèles, mais c'est vraiment un coût important dans un business plan à pas mettre de côté parce que c'est vraiment que de la marge. Donc c'est nécessairement à faire attention. C'est un domaine de vigilance. Ouais. Et pour finir, moi je dirais que demain c'est la personnalisation client. Donc c'est-à-dire à travers la CRM, aujourd'hui c'est quelque chose qui est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est vraiment. C'est encore des territoires là de conquête et de différenciation. Pierre, on rappelle le nom du site. Ouais, donc file dans ta chambre. Donc filedantachambre.com. Aujourd'hui c'est près de 7000 références produits que sur l'univers de la chambre du bébé et du junior. Spécialisé dans le junior. Voilà. Tout ce qu'il vous faut pour vos enfants, pour qu'ils vivent plus heureux et plus intelligents. Merci Pierre, revenez quand vous voulez à la tribune. Et la conclusion des conclusions, Nicolas. Pour parler des pièges, donc le piège à éviter, c'est la précipitation, le burn-out, un burn-out financier. C'est-à-dire la croissance, elle est facile. On devient fou. La croissance est facile, le plus dur, c'est de la gérer. Donc ensuite, ne pas oublier, dans une structure e-commerce, c'est qu'on est quand même des patrons avec des schémas classiques de banque, de fournisseurs. Et il faut surtout respecter, pour la longévité, les rapports avec ces personnes-là. Ce ne sont pas des gens en point 2-0, hein, ce sont des relations Ce sont des partenaires réels. Traditionnels qui sont peut-être moins réactifs, c'est un peu ça l'idée. Mais absolument essentiel pour la longévité du business. Et pour terminer, pour moi, le futur, c'est l'analyse des données. Aujourd'hui, on a des informations par Google Analytics ou d'autres personnes, d'autres sociétés, pour savoir quel est le comportement, qu'est-ce qui se dit sur la toile, et en fonction de toutes ces données, après l'analyse de ces données, on pourra avoir des éclairages très clairs sur notre marché et là où il faut aller. Eh bien écoutez, un grand merci Nicolas d'avoir participé à cette émission. On rappelle le site une dernière fois. Le site c'est cosmeticsunited.com, donc nous faisons du maquillage ou de la cosmétique, c'est du matériel pour la beauté, à destination des jeunes femmes plutôt malines et des professionnels. Eh bien écoutez, un grand merci Nicolas d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous d'avoir assisté très nombreux à son enregistrement. Merci à vous qui suivez depuis ce matin nombreux sur le site Defcom Plus nos émissions. À très bientôt pour d'autres aventures. Merci.